quand on fait le point des dépenses qu'ils ont justifiées, des éléphants blancs, les programmes qu'ils ont mis en place, qui en fait n'ont pas donné, qui ont été en fait des moyens pour détourner de l'argent et se servir pour remettre de l'argent à l'étranger, de planquer, acheter des maisons et acheter de la richesse. Donc quand on fait le point de ces 20 ans, tenez-vous bien, il y a 133 000 milliards de francs CFA injustifiés. C'est-à-dire qu'ils ont expliqué, nous avons construit des barrages, nous avons construit des hôpitaux, encore qu'on peut revenir sur les hôpitaux, parce que tout récemment, il est allé dans la Bouenza, un des départements du Congo, où il a constaté que les 12 hôpitaux qu'il avait programmés depuis 2017, je crois, 2014 pour 2017, pour 3 ans, la plupart des hôpitaux sont dans la brousse. Il le dit lui-même, il constate. Mais quand un chef d'État constate que les hôpitaux sont dans la brousse, abandonnés, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il rigole avec ses gars, avec ses ministres, il va s'asseoir, il continue à manger. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. La République du Congo est actuellement à la croisée des chemins entre stagnation et volonté de changement. Une question s'impose, un nouveau Congo est-il possible? Et pour en parler, nous recevons Simon-Pierre Moussonda. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le responsable coordinateur du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. C'est ça. Et depuis son retour au pouvoir en 1997, Denis Sassou Nguesso a maintenu une certaine stabilité politique dans un pays marqué par des conflits violents, notamment en reconstruisant même Brazzaville, sa capitale, après la guerre civile. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le pays est bien maintenu? Dans quel état est le Congo actuellement? Je pense que le Congo est dans un état pitoyable. Déjà qu'il faut rappeler qu'il est parti une première fois en 1992, après des élections organisées à l'issue d'une conférence nationale qui n'a pas voulu souveraine, mais qui s'est imposée souveraine. Et dès ce temps-là, le Congo était le pays le plus endetté par tête d'habitants, en tout cas parmi, donc en état de déliquescence. Et il est revenu en 1997 à la suite d'un coup d'État sponsorisé quelque part par, faut le dire, par la France et par certaines puissances occidentales et sous-régionales. Et il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de dégâts, beaucoup de destruction. Et il s'est installé comme un chef sans contrepoids. Et il a, depuis lors, pendant près de 40 ans, 1997-2025 aujourd'hui, ça fait quand même près de 28 ans qu'il est là. Et il fait ce qu'il veut, mais le pays est vraiment en déliquescence sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan de l'énergie. Il n'y a pas d'électricité pour la majorité des Congolais. L'eau potable est une denrée rare. Quand elle vient, c'est avec applaudissements que les gens sortent soulagés. L'eau qui coule dans les robinets est d'une couleur jaunâtre. La santé est à l'abandon. L'éducation, vous savez, dans la vie, on dit si vous voulez teindre un pays, détruire un pays, détruisez la formation et l'éducation. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Le Congo, qui à un moment donné avait presque atteint les 100% de scolarisation de sa jeunesse et de sa population, atteint aujourd'hui des niveaux très très bas. Il le reconnaît lui-même d'ailleurs, lorsqu'il s'exprime. Mais en termes d'économie, le Congo a en soi un bilan assez concluant parce que le régime a engagé de gros projets en termes de reconstruction d'infrastructures aussi, publiques, avec une croissance aussi là, de 4% qui est attendue dans cette année 2026. Et même en soi, dans le secteur pétrolier, il y a une forte croissance qui augmente. Vous ne pensez pas que cela démontre justement une bonne gestion sur le plan économique en tout cas? En tout cas, le Congo vit de chasse et de cueillette. L'économie est une économie de chasse et de cueillette. C'est-à-dire qu'on récolte le pétrole qui est vendu avec des réseaux mafieux. Les ressources sont planquées dans des paradis fiscaux. Le dernier cas en date, vous avez suivi à Paris l'interpellation de son épouse, qui a d'ailleurs expliqué en partie, enfin selon lui, le fait qu'il ait reporté son déplacement sur Paris. Et donc le Congo, qui est le 3e producteur de pétrole d'Afrique noire, c'est quand même beaucoup, vit avec une grosse dette de près de 8 000 milliards de francs CFA concoctés, alors qu'en 2010,
Il avait réussi à faire annuler sa dette au Club de Paris. Donc le compte était reparti à zéro. Ça n'a pas empêché, 7 ans après, de se retrouver avec une dette colossale qu'il était obligé de casser même au FMI. Donc le Congo est mal géré sur le plan économique. Il y a eu beaucoup de plans. Déjà en 1980, lors de son premier mandat, quand il était président de la République, il avait lancé un projet autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Nous sommes en 2025. 25 ans après, il est loisible de constater que ça a été un échec cuisant. Donc le Congo est mal géré. Je pense qu'il lui manque à ce monsieur, qui pourtant au départ était un instituteur adjoint, qui a été formé pour enseigner, mais qui n'a pas enseigné, qui s'est retrouvé très vite dans l'armée. Il lui manque une vision politique, celle qu'il faut pour l'Afrique de demain. Et pour les Congolais, pour l'Afrique centrale, pour l'ensemble des Africains, je pense que la présence de ce monsieur à la tête de notre pays est un mal qu'il faut vite réparer. Et justement, quelles sont les propositions alors du CRC pour mettre en place cela? Parce que 70% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. Vous, qu'est-ce que vous mettez en place en termes de justice justement sociale? Mais nous voulons dans un premier temps mettre un terme à 65 ans d'errement politique et économique. Depuis l'indépendance, c'est vrai qu'il y a eu les premières réalisations pendant les 5 premières années, puis après le Congo a sombré. Et le sommet, il atteint, celui qui est là, monsieur le président, qui est là, le président Denis Sassou Nguesso, atteint le sommet du désordre. Donc pour réparer ça, il faut déjà commencer par réparer l'homme. Parce que la première richesse de toute société, de toute forme de vie, c'est l'homme. Si on ne répare pas l'homme, on ne peut pas réparer toute la suite. Et pourtant, les projets y sont, hein. La volonté y est, vous ne trouvez pas? Ben, la volonté y est, mais regardez comment l'éducation a été... Je vous ai dit que quand on veut détruire un pays, on détruit son éducation. Aujourd'hui, l'éducation est à l'embarras. Vous avez des salles de classe de 370 personnes dans les environs de Brazzaville à Madibou. Qu'est-ce qu'un enseignant peut faire dans une salle de classe avec 370 élèves? Or, si on ne forme pas ces élèves, qui est-ce qui demain va être médecin? Qui est-ce qui demain va être ingénieur? Qui est-ce qui demain va construire ce pays? Vous voyez? Donc, dans un premier temps, il y a cette question de l'homme. Et le CRC a un projet que nous appelons Renaissance nationale. Pourquoi nous appelons Renaissance nationale, Renaissance du Congo? Parce que nous pensons qu'il faut repartir vers les fondamentaux de ce pays. Ce pays qui est né sur les cendres de plusieurs royaumes, hein, le royaume Congo, le royaume Téké, le royaume Luango, avec des chefferies. Au début, ça savait manipuler le fer. Moi, dans ma jeunesse, j'avais derrière la maison de mon père quelqu'un qui était un souffleur qui manipulait le fer. Vous voyez, aujourd'hui, il n'existe plus. Il n'existait plus. Donc, on a détruit tout le socle, toute la base qui existait pour pouvoir créer les conditions de développement. Donc, le CRC a un grand projet. Un grand projet qui consiste à changer géographiquement, totalement la physionomie du pays. Le pays a été construit par les colons pour les intérêts de la colonisation. Brazzaville, la capitale, a été la capitale de l'Afrique équatoriale française, donc construite pour 4 ou 5 pays et pour les intérêts de la France. Donc c'est une ville qui, aujourd'hui, de mon point de vue, ne répond plus, vu la dimension qu'elle a eu à prendre, aux besoins de notre pays. Vous prenez Pointe-Noire, c'est pareil. Donc il faut revoir l'organisation du pays. Nous avons, dans ces 2 villes, plus de la moitié de la population qui y vit. Qu'est-ce qui va les nourrir? Vous voyez, c'est une question centrale. Donc il faut revoir l'organisation du pays. Il faut être capable de créer des routes comme ça se voit partout. Le potentiel du Congo est tel qu'on peut le comparer à celui du Qatar. On peut comparer le Congo, d'ailleurs dans les années 60, Dolisie, qui est la 3e ville du Congo, était au même niveau de développement que Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Mais quand on voit aujourd'hui, on peut comparer Dolisie et Séoul, ce n'est pas possible. Donc nous avons un projet ambitieux, une vision pour notre pays, que nous voulons faire démarrer au plus vite. Il s'articule autour du besoin de refaire l'homme, de réorganiser l'homme, de lui donner le pouvoir au niveau du Congo, de réorganiser l'espace géographique en implantant de nouvelles villes, en réorganisant l'implantation des populations, en reliant toutes ces villes, toutes ces voies par des voies, comme ça se passe partout, double sens, trois voies à double sens, et ainsi de suite, en mettant en place un système de voies ferrées. Et en essayant de développer le besoin initial qu'il faut pour tout développement, c'est l'énergie. Le Congo a un potentiel incroyable, nous sommes à cheval sur l'équateur. Autrement dit, toutes les énergies solaires, les énergies hydroélectriques, toutes les énergies, et le Congo est le 3e producteur de pétrole, je disais de pétrole, nous avons du gaz.
Il n'y a pas de raison qu'un pays qui a ce potentiel puisse ne pas offrir à ses populations le minimum vital, l'existentiel. Et justement, il y a 3 ans de cela, vous avez publié un programme de 100 jours où dedans vous parlez de renégocier la dette, car en 2022, la dette représentait environ 88% du PIB. Mais comment peut-on garantir de nouvelles négociations justement sans tomber dans un endettement encore plus important, sachant que la moitié des revenus pétroliers, comme vous le disiez, c'est quand même un grand revenu au niveau du pays, ont été reversés dans ce remboursement de dette. Alors, vous m'avez tout à l'heure posé la question de savoir qu'est-ce que le CRC veut faire. Dans un premier temps, nous estimons que ce monsieur est un danger pour notre pays, pas seulement pour notre pays, pour l'Afrique centrale. On pourra développer, vu les relations que le Congo a avec ses voisins. Mais justement, en quoi la dette pourrait être une solution par rapport au CRC? Mais parce qu'il faut de l'argent pour pouvoir redémarrer, pour pouvoir investir. Je voulais repartir sur le CRC. Pourquoi? Parce que je voulais vous dire que notre démarche aujourd'hui consiste à faire partir ce monsieur. Certainement qu'à la fin, vous me demanderez comment. Ce sont les populations. Il faut le faire partir. Une fois qu'on l'a fait partir, le Congo a besoin d'une transition. C'est-à-dire qu'à partir de la situation actuelle d'un pays déstructuré, d'un pays dans lequel le pillage est devenu pratiquement un mode de fonctionnement et de vie, un pays qui a connu des crimes énormes, parce peut-être qu'on pourrait en parler, avec un chef d'État, Massamba Deba, qui a été assassiné, dont on n'a jamais retrouvé le corps, un ancien président qui a été égorgé en plein 14 heures à l'état-major de l'armée en 1977. Donc ce sont des choses qui ont marqué les Congolais, avec des départements entiers qui ont été rasés, pratiquement détruits. C'est Lupoul, les guerres qu'on a connues à Ikongono, à Wando. Donc ce pays a connu de la douleur, de la souffrance, de la destruction, y compris psychologique. Il y a des Congolais qui souffrent. Il faut donc commencer dans un premier temps à mettre ce système de côté. Totalement. C'est pour ça que nous ne croyons pas aux élections. On pourrait en parler. Nous ne croyons pas au dialogue. Ce n'est pas un monsieur qui est apte au dialogue. Mais vous croyez en la renégociation de la dette? Oui, la dette, ça c'est économique. Économique, il n'y a pas de problème sur le plan de l'économie. Bien sûr, ceux qui vont arriver après ce monsieur seront obligés d'assumer la continuité de l'État. Donc de négocier la dette qu'ils ont empruntée, qui ne se justifie pas quand on voit le développement du Congo aujourd'hui. Donc cette dette-là, il faut la renégocier, mais la renégocier avec des nouvelles personnes, avec des nouveaux projets, avec une nouvelle ambition politique, une nouvelle vision sécurité de l'Afrique centrale et de notre pays. Donc je disais, pour revenir un peu à ce que je disais sur le Congo, sur le CRC, ce que nous voulons, nous, dans un premier temps, c'est faire partir ce monsieur. Par les moyens qu'autorise la République, par les moyens légaux, comme toute population qui n'arrive pas à supporter une dictature au-dessus d'elle. Une fois que ce monsieur est parti, nous pensons qu'il faut une transition. Avant la transition, il faut un dialogue, il faut que les Congolais se parlent, parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Nous avons 12 départements, aujourd'hui ils en ont créé 3 autres, ça fait 15. Et ils ajoutent des départements alors que les premiers qui sont là n'arrivent pas à fonctionner. Et dans les 12 départements, il faut bien que les Congolais s'asseyent, discutent, se rendent compte qu'il y a eu une période difficile, une période où pratiquement on a revécu les moments de la colonisation avec des Congolais à la tête de ce pays. Une fois qu'on aura renégocié, qu'on aura discuté entre nous, on mettra en place une transition. Cette transition permettra de réparer et le physique et le mental des dégâts qui ont été commis par ce régime, par ce système. Et une fois qu'on a fait tout ça, le Congo repartira, mais avec le projet que nous sommes en train de vous présenter, le projet sur la renaissance de notre pays. Et ce projet, bien sûr, il faudra prendre en ligne de compte tout ce qui a été fait. Le Congo a une dette aujourd'hui qui est estimée à près de 8 000 milliards de francs CFA. C'est énorme. Il y a eu une dette qui a été cachée, bien sûr, qui a été cachée au FMI et qui finalement a pu être mise à découvert. Je veux vous dire une chose, je fais une révélation. Nous avons des économistes au sein du CRC qui ont fait une évaluation de ce que le Congo a reçu et des dépenses qui ont été faites de 2002 à 2022, en 20 ans. Quand on fait le point des dépenses qu'ils ont justifiées, des éléphants blancs, les programmes qu'ils ont mis en place, qui en fait n'ont pas donné, qui ont été en fait des moyens pour détourner de l'argent et se servir pour remettre de l'argent à l'étranger, de planquer, acheter des maisons et acheter de la richesse. Donc quand on fait le point de ces 20 ans, tenez-vous bien, il y a 133 000 milliards de francs CFA injustifiés. C'est-à-dire qu'ils ont expliqué, nous avons construit des barrages, nous avons construit des hôpitaux, encore qu'on peut revenir sur les hôpitaux, parce que tout récemment, il est allé dans la Bouenza, un des départements du Congo, où il a constaté que les 12 hôpitaux qu'il avait programmés depuis 2017, je crois, 2014 pour 2017, pour 3 ans, la plupart des hôpitaux sont dans la brousse. Il le dit lui-même, il constate. Mais quand un chef d'État constate que les hôpitaux sont dans la brousse,
abandonné. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il rigole avec ses gars, avec ses ministres, il va s'asseoir, il continue à manger. Et c'est ce qui coince justement la corruption et compte tenu justement des allégations de mauvaise gouvernance ou de mauvaise gestion, comment rétablir justement la confiance en soi des partenaires, que ce soit locaux et privés au Congo, mais bien même à l'international, au niveau des États-Unis, vous le savez très bien aujourd'hui, comment les taxes et les tarifs douanières augmentent. Comment justement réinstaurer cette confiance-là? Il n'y aura pas de changement, y compris avec nos partenaires, si c'est avec cela. Ils ont le pillage, le vol dans l'ADN. Ils ont une vision obscurantiste de la société. Ils ont une approche, alors je n'ai pas envie d'utiliser des mots qui peuvent gêner, mais presque primitive de la gestion de l'État et des hommes. Ils ne sont pas aptes aujourd'hui à assumer les responsabilités au niveau de notre pays. Négocier et renégocier la dette, renégocier avec la Chine, parce que la plus grosse dette du Congo est entre les mains de la Chine. Renégocier avec le FMI, la Banque mondiale, sous-entend que vous ayez des partenaires capables de garantir qu'il y aura un changement dans la gestion du pays. Oui, la garantie, alors que justement il y a de mauvaises gouvernances. Mais justement, c'est pour ça que nous parlons de les remplacer. Il faut arrêter ce système qui est un système extrêmement dangereux. Et pour l'arrêter, il n'y a pas une autre démarche que de mettre les populations, d'impliquer les populations dans cette démarche. Et justement, vous parlez de remplacement, mais on le remplace par qui, justement, l'actuel président, sachant que tous les Congolais ont connu que lui. Oh, c'est une erreur. La jeunesse, en tout cas. Oui, il y en a qui sont nés, comme je vous disais, de votre génération qui sont nés, il était le président, il est président depuis 1979. Il a été battu aux élections en 1992. Il est revenu en 1997 et depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, il est président de la République. Donc il y en a qui ne connaissent que lui. Mais il faut changer. Il y a aujourd'hui des jeunes sur le territoire qui se battent, qui expriment leur volonté, on ne les met pas assez en avant. Mais peut-être que c'est l'occasion de vous dire, de les appeler, de les inviter à vos émissions pour qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils montrent qu'au niveau du Congo, il y a de l'alternative de toutes les générations. Et qu'il faut qu'on arrête le plus vite possible. On reviendra peut-être sur la sécurité sous-régionale, mais rien que sur l'économie de ce pays, si on n'arrête pas ce monsieur, ils vont continuer à s'endetter, à dépenser de l'argent. Vous savez combien gagne un ministre, le Premier ministre congolais? Il gagne 21 millions de francs CFA. Le président Macron gagne près de 16 millions de francs CFA. Et les ministres gagnent près de 11 à 12 millions de francs CFA. Qu'est-ce qu'ils font avec? Et ça, c'est de l'argent. Et ce n'est pas de l'argent qui passe par la banque, c'est de l'argent qu'ils vont prendre à la source, au trésor. Donc il n'est pas imposable. Donc un système comme ça qui a été mis en place, il faut qu'on l'arrête. Il n'y a pas d'alternative. Et on ne veut pas l'arrêter parce qu'on est méchant, parce qu'on ne veut pas de non. On doit les arrêter parce qu'ils compromettent la vie de ce pays, la génération qui arrive. Et c'est assez difficile de les arrêter parce que là, à l'approche donc de ces élections de 2026, Jean-Marie Michel Mokoko, ancien chef d'état-major et candidat à l'élection présidentielle dernièrement, est l'une des figures emblématiques de l'opposition qui a été justement emprisonnée sous le régime actuel. Comment envisagez-vous un changement réel dans ce contexte-là où c'est assez difficile de se mettre en avant dans l'opposition ? Je peux vous dire qu'au Congo, il ne manque pas des ressources humaines, des hommes capables et des femmes capables de relever le défi. Il ne manque pas des gens. Jean-Marie Michel Mokoko, le général, qui est mon ancien école d'Enfantop, avec lesquels nous avons travaillé sur ces questions. Et je peux vous dire que même sur le territoire, en 2016, nous avons eu l'occasion d'entrer discrètement pour essayer de l'aider à faire changer les choses. Ça ne s'est pas passé comme souhaité, pour des raisons que nous savons, qu'on peut analyser, et qui d'ailleurs nous amènent à corriger, si seulement il y a une démarche à mettre en place aujourd'hui, parce que dans toute forme de vie, il y a les rapports de force. Même dans la vie animale et végétale, les rapports de force. Et si on ne les gère pas bien, et c'est ceux sur lesquels ils essaient de surfer au niveau de Brazzaville, avec une armée tribale, avec une armée nationale qui a été totalement démobilisée, détruite, et donc ils essaient de surfer sur les rapports de force. Donc il y a aujourd'hui des jeunes, des vieux, des femmes capables de relever le défi de ce pays. Simplement, ils sont dans une espèce de situation de silence imposée par le régime qui font qu'ils ne s'expriment pas. Et pourtant, en 2021, le Premier ministre congolais avait évoqué une éventuelle amnistie pour Mokoko à condition qu'il fasse un acte de repentance. Alors, j'aimerais vous poser cette question, on en est où désormais alors ? Il n'y aura pas d'amnistie. Demandez au général Mokoko parce que ce qu'il voulait, c'est demander pardon. Demander pardon, ça veut dire que vous acceptez ce qui s'est passé, ce qu'on vous reproche. Or, à ce que je sache, le général Mokoko n'a pas posé un acte grave qui peut expliquer qu'il soit aujourd'hui en prison pendant toute cette période, de 2016 à aujourd'hui.
Mais je peux vous dire que par le passé, l'ancien président, celui qui l'a précédé quand le président Marien Ngouabi a été égorgé à Brazzaville, l'ancien président Yombi Opango a été gardé 11 ans en prison par ce même monsieur. Donc, pour le général Mokoko, si nous ne nous battons pas pour enlever ce monsieur, pour renverser ce système, c'est sûr qu'il mourra en prison. Et vous souhaitez justement toujours qu'il faut libérer tous les prisonniers et activistes politiques avec un retour des exilés pour justement une élection un peu plus apaisée? Et je disais tout à l'heure que nous ne croyons pas des élections. Voilà. Si nous allons aux élections avec lui, ça va se passer à... Et si dans la mesure où il amnistiait et libérait les prisonniers? Il ne le fera pas. Parce qu'il sait que c'est dangereux, il ne le fera pas. Il l'aurait fait. Un chef d'État, un père de famille logique, aurait pu depuis longtemps amnistier, laisser sortir ces prisonniers qui n'ont rien fait. Je parle ici du général Jean-Marie Michel Mokoko, je parle de M. André Okomi Salissa, mais je parle de beaucoup d'autres dans ce pays. Il ne le fera pas, parce que c'est très bien que s'il le fait, il crée les conditions éventuellement de renversement de rapport de force. Et comme il ne le fera pas, il n'y a pas d'alternative pour les populations congolaises que de s'organiser, de se dresser et de créer les conditions pour renverser ce régime qui est un régime extrêmement dangereux pour notre pays et pour la sous-région. Et le CRC évoque beaucoup, excusez-moi, vous pouvez continuer votre... Voilà. Et c'est ce sur quoi travaille le CRC. Nous sommes organisés en commission, nous sommes organisés en réseau, y compris sur le territoire, nous sommes organisés en réseau diplomatique extérieur pour créer les conditions d'un changement, mais d'un changement positif et profond. Il n'y aura pas de départ d'un nouveau Congo, il n'y a pas un changement profond. Tout à l'heure, nous parlions de corruption, nous parlons de dette, nous parlons des éléphants blancs qu'il a mis en place, nous parlons des hôpitaux qui en réalité n'existent pas. Nous parlons d'un pays qui n'a pas d'électricité, nous parlons d'un pays qui n'a pas d'eau potable, nous parlons d'un pays où la santé est abandonnée, où les étudiants ont pratiquement presque 40-50 mois de retard de bourse. Nous avons des retraités et des gens qui travaillent dans les conseils municipaux qui ont 60 mois d'arriérés de salaire. Dans un pays pareil, quel espoir on peut avoir avec un régime de ce genre? Donc il n'y a qu'une seule solution, madame, c'est créer les conditions pour le remplacer avec son système, créer les conditions pour que les Congolais se parlent, parce qu'il faut qu'ils se parlent. Les blessures sont trop grandes. On a un chef d'État qu'on n'a pas retrouvé, Massamba Deba. On a un chef d'État qui a été égorgé, Marien Ngouabi. On a un cardinal qui a été tué sauvagement, le cardinal Émile Bayenda. On a des départements antiques qui ont été rasés, des enfants qui n'ont jamais été à l'école, des milices qui sont nées un peu partout. Comment on peut sortir de cet État vers un État démocratique paisible, sans se parler, sans discuter, sans échanger, et créer les conditions pour que les Congolais se disent maintenant on tourne cette page de plus de 60 ans de désordre pour aller vers l'avenir, vers la renaissance. C'est ce que nous avons appelé la renaissance du Congo. Renaître, ça veut dire qu'on est mort, que le Congo est mort aujourd'hui, et nous voulons que ce Congo renaisse. Et nous avons ce projet qu'on appelait Renaissance du Congo, qui est un projet gigantesque, que nous avons chiffré à près de 100 000 milliards de francs CFA. Tout à l'heure, je vous disais qu'ils ont détourné 133 000 milliards de francs CFA en 10 ans, plutôt en 20 ans. Vous voyez bien que ce n'est pas hors de portée du Congo. Et le Congo a le potentiel du Qatar, quand on regarde. Le Qatar, c'est un pays qui, au début, c'était un pays de bédouins. Les vendeurs et ce pays a réussi, avec le pétrole, avec la bonne gestion, à monter à un niveau, aujourd'hui, on le respecte. Vous avez des dragons d'Asie. Vous avez le Vietnam. Le Vietnam a été une colonie française aussi, à un moment donné, qui a vécu la guerre, qui sont développés. Donc l'Afrique a besoin, je parle de l'Afrique parce qu'en réalité c'est un problème global. Tout à l'heure on parlait de la négociation des dettes. On voit aujourd'hui comment la Chine et les États-Unis sont en train de se disputer autour des droits de douane, et ainsi de suite. Mais l'Afrique n'a même pas commencé à poser les questions de développement, d'industrialisation. Dans notre pays, on a fabriqué des bateaux. Il y avait une usine qu'on appelait Chakona. C'est-à-dire que l'industrie, je ne parle même pas de l'industrie de nos royaumes, le royaume Congo, le royaume Téké, le royaume Luango. Mais dans les années 70-80, nous avons connu des bases de développement, des barrages. Le barrage de Sunda qui n'a jamais été construit d'ailleurs. Chakona, je pense là parce qu'on a fabriqué des bateaux qui ont permis de naviguer sur nos fleuves, parce que c'est des voies de communication. Tout a été détruit. Le chemin de fer est détruit aujourd'hui. Les compagnies aériennes sont par terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait des milliards qu'ils ont reçus, si ce n'est les planquer dans les paradis fiscaux, dans les bas de laine? Oui. Et justement, parce qu'on arrive bientôt vers la fin de l'émission, vous-même, vous avez été contraint à cet exil-là avec d'autres officiers supérieurs après avoir dénoncé justement le régime que vous avez vous-même servi. Comment vous envisagez, vous, la réintégration ou bien même la reconnaissance nationale de ces officiers toujours dans ce processus justement de réconciliation nationale? Bon, déjà, je ne l'ai pas servi comme tel, parce que je peux vous dire que depuis... Au niveau des forces armées congolaises?
Oui, mais c'était pas. Il y avait un chef d'État, c'est tout. Mais je ne peux pas dire que j'ai servi. Pour preuve, nous sommes retrouvés à des réunions où, face à lui, je lui ai dit clairement que je n'étais pas dans son armée. Bon, mais ça, c'est des parenthèses qu'on peut refermer. Il y a un gros problème aujourd'hui. C'est les problèmes de la sécurité. Le premier besoin de toute forme de vie, je vous l'ai dit au début, c'est la sécurité. Sans sécurité, on ne peut rien faire. Or, aujourd'hui, le système de sécurité a été dévoyé. Il a mis en place une armée qui est une armée tribale, qui a pour mission de garantir sa sécurité, de garantir la sécurité de ses enfants et de ses parents pour la pérennisation du pouvoir. Cette armée n'a pas d'avenir. Ces officiers qu'il a embrigadés, qu'il utilise aujourd'hui pour des besoins personnels, je crains qu'il n'ait pas d'avenir. Donc se posera demain la question de savoir quelle armée, mais il faudra la refaire, il faut la réorganiser. Il faut que les frères d'armes s'asseyent, se rendent compte qu'on ne peut pas continuer. Et une armée qui n'est pas soutenue par son peuple, elle ne va nulle part. Et dernier mot pour la fin, quelle est justement votre vision pour un nouveau Congo? Vous savez, je vais commencer par vous dire qu'il y en a qui vont à la Lune aujourd'hui. Les Européens vont à la Lune, les Russes vont à la Lune, les Chinois vont à la Lune, les Américains vont à la Lune, les Européens vont à la Lune. Les Congolais ne savent même pas fabriquer encore la nivaquine. Je parle du Congo, je ne parle pas de l'Afrique. La terre se réchauffe. Et je me suis amusé à faire rire des jeunes en discutant. Il n'est pas impossible que dans quelques siècles, dans quelques années, que tout le monde s'en aille à la Lune. Et qu'on laisse les Africains sur Terre, sur une terre chauffée. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas su nous mettre à la dimension du monde aujourd'hui. Donc il faut qu'on commence à réfléchir sur l'avenir de ce continent. Ce continent, dans la gestion actuelle des rapports de force, ne peut pas se développer avec des micro-États. C'est peut-être l'autre volet qu'on aurait pu développer, celui du panafricanisme. Il faut que les États africains se mettent ensemble. Les questions de sécurité en Afrique centrale, la RDC, on n'en a pas parlé. À l'est de la RDC se déroule un drame, un crime, quelque chose d'inacceptable. Des millions de gens qui sont tués, des femmes violées. Parce qu'il y a un pays qui agresse la RDC, qui est le Rwanda. Parce que ce pays qui agresse le Rwanda, le pays qui agresse la RDC, a signé des accords de sécurité chez nous, qui peuvent amener les Rwandais à venir au Congo-Brazzaville, manœuvrer éventuellement contre la RDC. Vous voyez qu'en Afrique centrale, il va se passer des problèmes graves. Il faut donc que nos frères d'armes qui sont sur le territoire, ceux qui commandent l'armée aujourd'hui, se rendent compte qu'il y a urgence à passer à autre chose, à tendre la main les uns aux autres pour qu'on puisse discuter, qu'on regarde ensemble comment tourner la page de toute cette période, de ces décennies de désordre. Sinon, le Congo s'enfoncera, il y aura du désordre. Merci beaucoup, Simon-Pierre Moussanda, coordinateur du Congrès pour la renaissance du Congo. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, très chers téléspectateurs. On se retrouve très prochainement sur Global Africa Télé Sud pour un prochain entretien du jour.